Peux-tu me dire ce qui a changé nos vies? Peace and love, seule thérapie m'a permis d'écrire contre l'oubli. The love movement, seule thérapie. Mélodie, tempo, one love, seule thérapie. Simple Thérapie, épisode 8, c'est la saison 2, toujours en direct de Libreville au Gabon, une émission qui glosse, parce que je reçois simplement Créole, la diva. Ça va? Je suis content que tu sois là. Moi aussi, salut. Alors on est au Nomade, à l'hôtel Nomade. Il y a un avion qui passe, on va attendre qu'il passe. Alors là, c'est Rwander qui vient d'atterrir, je crois. Je pensais que les frontières étaient fermées, mais non. La diva. D'abord, pourquoi on t'appelle la diva? Disons que depuis petite, j'ai toujours eu un petit caractère de diva, là, tu sais. À toujours vouloir faire ce que j'ai envie de faire. Voilà, un peu boudeuse, un peu, je sais pas, tu vois. Et puis, j'étais une adolescente avec un très fort tempérament. Ouais. Et du coup, je pense que c'est de là où me vient ce surnom. On m'appelait comme ça à la maison, en fait. La diva, parce que je faisais trop, voilà, ma star, quoi. Ok. Tu es une pure Librevilloise parce que tu es née à Libreville. Oui. Mais ton père venait de plus loin que ça, non? Mon père, il vient de Chibanga, de Mouila, de Ndende, de Mimongo. Il est né à Mimongo. D'accord. Voilà, donc on va dire le sud du Gabon. Oui, voilà. ok. Pounou, Nzebi? Oui. Mon père est Pounou. Et ma mère, elle est Nzebi de Makongognon, Mbigou. D'accord, voilà. Ok. Ben, pour ceux qui ne savent pas, ton père, c'était le célèbre chanteur le Makos. baobab de la musique gabonaise. La légende. Hein. Tu as commencé même la musique avec lui, je crois. J'ai commencé la musique à l'école. J'étais dans les Anges ABC avec Chanel. On a fait au lycée Léon-Ba, oui. Il faut dire que j'ai commencé la musique très tôt. Avant même les Anges ABC, avant l'école, je chantais déjà à la maison parce que j'ai grandi un peu dans cet univers musical-là. À cause de mon papa, on voyait défiler les meilleurs artistes gabonais à la maison. Après, j'ai chanté dans des églises parce que vraiment à la recherche de la musicalité. Ouais. Voilà. Mais même avant d'arriver dans les églises, c'est-à-dire que tu voyais beaucoup de stars défiler à la maison. Pour toi, c'était normal? Oui, tout le temps. C'était vraiment normal. Les plus grands artistes venaient chez moi, enfin chez mon père. Venaient chez mon père comme ça. C'était vraiment familier, voilà. Cet univers-là. Et puis, ça m'a vraiment donné envie de chanter. Et puis, on me disait tout le temps, tu as une très belle voix, tu as une très belle voix quand j'étais petite. J'ai chanté avec mon père. J'ai fait les chœurs de mon père à partir d'un certain âge, là. J'allais au studio avec mon frère Braque, d'ailleurs, qui a fait The Voice Afrique. Du Sud, oui. Donc, voilà, quoi. C'était toujours, ça a été un univers toujours en musique, en fait, depuis mon plus jeune âge. Donc, tu as commencé avec Chanel, aux Anges ABC. Et ta première session studio, je crois que c'était en 2013. Oui, ma première session studio professionnelle, c'est-à-dire en tant que moi artiste. Parce qu'il faut dire que je travaille avec mon père en studio. On allait faire des studios où je faisais ses chœurs pendant des ces sessions d'enregistrement. Voilà. Maintenant, ma première expérience au studio en tant qu'artiste professionnel, c'était en 2013, aux côtés de Boubal Boukambi. Et pour en parler, c'est ici où j'ai fait mon premier clip dans ma vie. Ici au Nomade? Dans cette piscine-là, j'ai glossé pour la première fois en tant qu'artiste officiel, tu vois. On le fera tout doucement, simplement. On le fera tout doucement, brutalement. Demo pour nous voir mon début, demo pour nous pas nous voir mon mien. Aïe, mais il m'a mouvé mon nom, demo, il se mourait tout voir du témoin. Aïe, disons que c'est Boubal Boukambi qui a un peu semé cette petite graine artistique. Non, je pense que ça venait de plus loin de ton père, la graine artistique. C'est-à-dire quand je dis semer cette petite graine, je parlais du fait de me lancer moi en tant qu'artiste solo, individuel en fait. Sans parler de mon père ou sans parler de voilà, mais moi-même en tant qu'artiste parce que je n'avais jamais envisagé ça. C'est lui qui m'a fait réaliser ça en fait. Ok. Donc qu'est-ce que tu fais en 2013 et 2017?
disons qu'avant j'aimais le zouk, hein, à cause des mélodies, des harmonies, de la sensualité de la musique et tout ça. Donc j'ai commencé par faire du zouk. Et j'ai un peu persisté dans cette voie-là sans trop me poser des questions sur la direction artistique en fait. Et disons que dans cette période, j'ai fait la rencontre de Monsieur Edgar Yonkeu. Exactement. Et je connaissais Monsieur Edgar depuis, depuis très longtemps parce que je pense que je travaillais au Casino Croisette en tant que serveuse déjà. D'accord. Et les études, non, parce qu'en fait, je me rends compte que j'avais déjà mis les études de côté. Parce que j'avais eu un bébé, j'avais un enfant à bas âge là, et il fallait m'en occuper. Je suis maman célibataire, donc il fallait aller travailler justement pour m'occuper de mon garçon. Donc tu as eu un bébé et tu travaillais au Casino Croisette en tant que serveuse. Bon, je t'épargne tout le parcours parce que j'ai vraiment travaillé partout dans Libreville, dans toutes les boîtes. Mais c'est intéressant. Dans tous les snacks possibles. J'ai travaillé dans tout le monde, c'était mes patrons. Pour subvenir à tes besoins. Les fantastiques aujourd'hui, c'était les clients, quoi, tu vois. Donc il fallait, en tant que jeune maman, m'occuper de moi et de mon enfant. Donc voilà, j'ai travaillé au Harol, au VIP, partout, au Cotton Club. Est-ce que tu avais le soutien de la famille à ce moment-là, quand tu avais ton enfant? La famille a toujours été présente, hein, tu sais, mais comme je te disais, j'ai toujours eu un comportement un peu de diva, c'est-à-dire indépendante en fait. J'ai toujours été indépendante depuis mon plus jeune âge. Donc en grandissant, il faut dire que ma grossesse a vraiment déçu mes parents parce que j'étais très bonne élève, j'étais apprenante au lycée Léon Mba. Je sais que tous les parents disent ça. Mais moi, j'étais vraiment pour de vrai. Tu aimais l'école, j'aimais l'école, j'avais des très bonnes moyennes et tout. Et donc, ma grossesse a vraiment déçu, a vraiment blessé mes parents, en fait. Donc, à cause du regard des parents aussi, j'ai dû partir de chez moi très tôt. Et j'ai commencé à louer des petites chambres à gauche et à droite avec mon bébé. Et voilà, donc il a fallu que je sois indépendante financièrement très, très tôt. Donc, je suis allée travailler. Et disons que j'ai rencontré mon mari en 2007. Hein. C'est 2007 ? Ok. Parce que j'ai fait mon bébé en 2006. D'accord. Et mon fils avait même pas 1 an, hein, ça doit faire en 2006, comme ça que j'ai rencontré mon mari. C'est le docteur Ludovic Falandry à l'hôpital Marcel Abeke à Mwanda. Ça fait 14 ans aujourd'hui. Oui, ça fait genre 15 ans en fait. Ouais, 16 ans. Mon fils il a 15 ans. Donc, 15 ans. Oui, ça fait dans les 15 ans que j'ai rencontré mon chéri. Et je l'ai rencontré, je travaillais en tant que serveuse au Casino Croisette. Et voilà. Ça a complètement bouleversé, changé ma vie. Parce que comme il est à Mwanda, c'est dans le train pour aller à Mwanda voir mon chéri que j'ai justement rencontré Boubal Bokombi qui allait à Mwanda aussi pour une manifestation culturelle en fait. Donc ces rencontres se font. Arrive Edgar Yonkeu qui te découvre donc finalement au Casino. Oui, donc moi je connaissais Edgar depuis que je commençais à travailler au Casino. C'est pour la petite histoire, hein, DJ Facemaker. Je ne pense pas que je l'ai déjà raconté en interview ou à qui que ce soit d'ailleurs. Mais Edgar Yonkeu, je l'ai rencontré, je travaillais au Planches Night Club, c'est un snack bar du côté de Lomba-Kélé. Et ce soir-là, je venais de me faire renvoyer. Je n'avais pas de salaire. Il fallait que je paye mon loyer le lendemain. J'étais dans la pimp. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux le dire ici. Hein. Enfin, mais bon, j'étais dans la merde, mais à un plus haut point. Et j'étais assise sur le bord de la route en larmes. Et monsieur Yonkeu s'est arrêté. J'étais pas chanteuse à l'époque, j'étais juste une serveuse, juste une personne comme ça. Il s'est arrêté. Il m'a demandé qu'est-ce qui n'allait pas et tout. J'ai expliqué. Et à l'époque, il m'a donné, je pense, 200 ou 300 000 francs comme ça. Hein, comme ça. Pour rien. Et il m'a donné son numéro de téléphone pour que je l'appelle, pour donner des suites. Parce que je l'avais parlé de mon enfant, du loyer à payer et tout le tralala. Et ce monsieur m'avait aidé, tout simplement. Et disons qu'après mon travail au plan, je suis allée travailler au Casino. Maintenant, il venait tout le temps prendre un verre ou jouer et tout. Et donc, je reconnaissais ce monsieur qui m'était venu en aide, en fait. Je reconnaissais ce monsieur. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai rencontré Edgar. Et à l'époque, Ariel T chantait au Casino Croisette. Et donc, j'ai compris que c'était le producteur de Ariel T. D'accord. Et donc, je suis venue dire, mais monsieur Edgar, moi aussi, je sais chanter. Moi aussi, je suis artiste, en fait. Donc, faut me donner une chance et tout le tralala. Mais je pense qu'à ce moment-là, il ne me prenait pas vraiment au sérieux. Moi non plus, parce que je n'avais pas encore fait un travail professionnel. Et je me basais juste sur mon parcours à l'école ou ma façon de chanter à la maison avec mon père et tout le tralala. Donc, disons qu'après avoir rencontré Boubal Bokombil,
et fait mon clip ici au Nomade. Après avoir fait ma première session de studio en 2013, en 2006 et 2013, il y a quand même eu beaucoup de choses sont passées. Voilà. Et donc, je pense qu'en 2013, Monsieur Yonke me découvre sur les écrans. D'accord. Voilà. Okay. Et il se dit, ah, mais finalement, cette petite... Elle sait faire quelque chose. Elle sait chanter, en fait. Enfin, c'est une artiste. Et il a très vite compris que je n'étais pas dans la bonne direction parce que lui, pour m'avoir côtoyé dans mon milieu naturel, au travail, et il savait que j'étais une petite avec un fort tempérament, il a su justement me diriger dans un autre style musical. Donc c'est un peu lui qui fait ma direction artistique pour qu'aujourd'hui je me retrouve en train de faire de l'afro dancehall. D'accord, ok. Voilà. Avant ça, tu faisais plus dans de la musique. Du zouk, voilà, j'étais portée dans les mélodies, dans le côté sensuel de la musique, en fait. D'accord. Ben, chapeau, Monsieur Yonke, qui finalement avec Direct Prod va te prendre sous son aile. En 2016, je crois. Ouais. Et voilà, je découvre le métier, je découvre le côté professionnel de la chose, la parole aux jeunes. Je rencontre le président de la République dans l'écurie. D'accord. De Direct Prod. Si, j'étais dans la parole aux jeunes en 2016. Oui, c'était l'émission de télé pour aller rencontrer le président de la République, c'est ça? Non, c'était la chanson Apporte-nous la démocratie, on te suit. Ok, voilà, je me rappelle, oui. Voilà, donc j'étais dans la version... Le président rappelle dedans aussi. Oui, justement. Ok. Donc, je découvre un peu le vrai milieu professionnel. Je suis aux côtés des grands artistes comme Ariel T, comme Chanel. Et je vois ma vie... autrement. Ça défile. C'est terrible de repenser à tout ça. Ouais, c'est ça, c'est simple thérapie. Et du coup, musicalement, tu vas faire un hit avec Chanel. Oui. Bonobo. Oui. Personne ne s'attendait à ça. Ouais. Il y a beaucoup de critiques qui fusent, le clip, etc. Toi, comment tu le vis pour la première fois? Je crois que c'est la première fois que tu vis une telle polémique. Oui, parce que je faisais du zouk un peu soft, mais quand même ma polémique aussi, parce que ma première chanson disait « Viens, je t'apprendrai à faire l'amour des grands, viens me voir ». Genre, toi, tu as quelle expérience pour apprendre à faire l'amour à qui que ce soit et tout. J'ai toujours été artiste à polémique, hein, et ça, je l'assume pleinement. Maintenant, le clip avec Chanel, disons que c'est une chanson... Elle est sensuelle. Oui, au départ, je ne voulais même pas la sortir, en fait. Je ne voulais même pas la chanter. J'étais avec Chanel dans ma voiture et je l'ai fait écouter un freestyle de cette chanson avec une musique qui passait là. Je l'ai fait ce freestyle-là. Elle a kiffé, mais de ouf. C'était en freestyle. Elle m'a dit, il faut qu'on fasse écouter ça au boss. Il faut que tu poses cette chanson. C'est un hit et c'est la chanson qui va te révéler au pays. Bon, après moi, je ne croyais pas forcément, hein, mais disons que je suis une bonne vivante et puis j'aime les défis. Donc voilà, on a fait écouter ça à Edgar Yonke, qui, tu sais qu'Edgar, c'est... Il a l'oreille. Voilà, il sait reconnaître les pépites en fait. Il sait dénicher les talents. Il a vraiment ce don-là. Et donc voilà, s'ensuit ce que vous savez. Voilà, le clip arrive. Le clip, aujourd'hui 11 millions de vues sur YouTube. Et un petit peu plus parce que ça a été multidiffusé à la radio, à la télé. Oui. Et à ce moment-là, est-ce que tu t'es dit je vais faire un projet solo ou je consomme d'abord bien le titre Bonobo? Non. Alors à ce moment-là, je faisais maintenant partie de l'équipe Direct Prod. Donc ce n'était plus à moi ce genre de décision-là en fait. Quand on a un producteur, c'est le producteur qui décide qu'est-ce qu'on fait comme chanson, quand est-ce qu'on la sort, qu'est-ce qu'on fait en fait. C'est le producteur qui décide, mais de tout. Donc moi, j'étais un peu plus artiste, donc je me contentais de chanter quand j'en avais l'occasion. Et puis voilà quoi. Ok. L'année d'après, après Bonobo, on a tourné VIP. Voilà, je venais à VIP et c'est Célèbre Banane.
VIP, est-ce que c'est toi qui écris cette chanson? Comment dire, est-ce que tu t'inspires de choses que tu as vécues au quotidien? Bon, j'écris toujours toutes mes chansons. Parce que j'ai beaucoup à dire. Ouais, non, mais on est là pour ça. Et faut que tu nous expliques déjà le titre VIP en parlant de ce carré VIP. Bon, disons que moi j'ai juste écrit un titre. Après, vous savez, quand on a un producteur, on fait confiance à la prod dans différentes décisions, à savoir le titre de la chanson et tout le tralala. Donc, je pense que c'était un peu plus un coup de la production de donner le titre VIP. Moi, j'avais dit bouge ton body, t'auras l'accès validé dans mon VIP. Ok. Voilà. Et donc, c'est eux qui ont... et c'est la prod qui décide du titre et tout le tralala et voilà. Donc, une chanson que j'écris comme ça, parce que à ce moment-là, disons, c'est pas forcément inspiré de mon histoire personnelle. Tu sais, en tant qu'artiste, on s'inspire un peu de tout ce qu'il y a autour. Et tout. Donc, j'avais une amie qui se plaignait d'un de ses prétendants, mais qui n'était pas très réactif, en fait. Tu vois, du genre, le gars est trop ultra timide. Il manquait peut-être d'expérience, hein? Ah, on ne sait pas, mais moi, ça m'a inspiré ma chanson, mais c'est tout, en fait. Et donc, tu sais, j'ai ce don-là, quand même, moi, de transformer des situations en musique, en fait. Et je pense que c'est ce que font tous les artistes. Donc, voilà, j'en ai fait une chanson que la prod a adorée. Et puis voilà. Ouais. De toute façon, Singila disait que dans une de ses chansons, je crois Ghetto Compositeur, c'est moi l'artiste, donc j'écris mes chansons, je propose et le public imprègne. Ou s'ils veulent pas, ils passent à autre chose. C'est exactement ça. VIP, là, encore une fois, carton. Tout le monde va regarder, même si tout le monde critique. Et à ce moment-là, le regard de ta famille sur toi, c'est toujours bienveillant. Je parle de tes plus proches, en tout cas. Ma famille, disons qu'ils m'ont toujours vu comme l'enfant de mon père, à savoir l'enfant d'un artiste. Et mon père, c'était pas un artiste... Il n'était pas sage. Hein? C'était pas un artiste pas connu ou quoi que ce soit. C'était quelqu'un de très très connu, de très apprécié du grand public. Et pas qu'il n'était pas sage. Il était très sage, justement, dans le sens de l'éducation... sexuelle, j'ai envie de dire, parce qu'il parlait il abordait beaucoup ce genre de termes, mais de manière vraiment, comment on appelle ça, avec des métaphores. Ouais, il était très soft. Voilà, très voilé, toujours avec des proverbes, avec des machins, voilà. Il n'était pas très, très direct comme moi, parce que moi, je suis vraiment beaucoup plus direct. Et j'ai dit les choses en français. Mon père, il disait certainement les mêmes choses quand il disait la banane est dans l'eau. Oui. Quand il disait tsakili, tu vois. Ok. Mais c'était vraiment voilé, et puis c'était en langue, c'était en métaphore, c'était un peu comme ça. Et disons que les gens de sa génération comprenaient mais parfaitement ce qu'il voulait dire par là, tu vois. Donc, voilà. Là, tu m'as appris quelque chose, le tsakili, je ne l'ai jamais vu comme ça. Là, je le vois autrement, du coup. Ma famille me voyait plus à travers les yeux de l'enfant de mon père, en fait, tu vois. Donc, je pense que indirectement, ils m'ont toujours soutenu, même si c'est compliqué dans notre société de féliciter un enfant. De se rapprocher de l'enfant et dire je suis fière de ce que tu fais, je suis fière de toi. En général, la fierté vient plus par les actes que les mots. Non, c'est-à-dire la façon que les gens autour interprètent l'artiste devant la famille, en fait. Et donc la famille se dit ah mon Dieu, mais là on parle de ma fille ou de ma soeur ou machin. Ah mais je suis fière d'elle. C'est de là où vient la fierté, mais c'est pas plus dans le sens d'encourager d'abord l'artiste ou quoi que ce soit. Moi, ma mère, elle a quand même subi, hein. Avec ma manière de chanter ou mon côté artistique, elle a quand même subi. Quand tu dis subi, elle a subi de toi ou des autres? Je pense de moi, en étant son enfant, de me voir faire ça, d'accord? Mais ce n'est que avec l'appréciation des gens autour d'elle qu'elle s'est rendue compte que, mais enfin, j'ai mis au monde une star, une étoile, et que je dois être fière de ce qu'elle envoie et je dois l'encourager. Et pour qu'elle fasse toujours de son mieux. Et à partir du moment où ma mère a commencé à m'encourager dans mon travail,
On va dire que tout a commencé à glosser en voilà, fait. Les choses se sont ouvertes. Oui. Ouais, ça aussi c'est intéressant. Oui. Ça parlera peut-être à d'autres parents qui ont peur de voir leurs enfants. Oui, mais c'est souvent difficile dans notre société, hein, DJ Facemaker, parce que c'est difficile pour un parent de dire à un enfant, je suis fier de toi. Tu as fait un clip. Tu sais, il y a beaucoup d'enfants, mais beaucoup ne font pas des clips. Faire un clip, c'est une grosse production, c'est du travail. C'est de la discipline, c'est vraiment du boulot en fait. Et de voir que ton parent te félicite ou quoi, c'est déjà quelque chose qui peut encourager, qui peut énormément motiver un artiste et qui peut l'orienter vers quelque chose de magnifique en fait. Mais les parents s'en rendent souvent pas compte. Ils sont un peu là en tant que spectateurs et ils regardent et puis après on attend de voir si ça glosse. On applaudit, si ça glosse pas, on gronde. On tape le bâton en fait. Effectivement, tu as sorti une chanson avant H2O qui encourageait la jeunesse justement à se prendre en main, à se battre pour ses rêves, etc. Faut que tu recommences quand t'es déjà glacé, peu importe la durée, faut que t'atteignes les sommets. Quand la misère te prend la tête, mais comme une étoile, tu veux briller dans le ciel. C'est une chanson qui, selon moi, n'a pas eu la rayonnance qu'elle méritait. Puisque les gens étaient habitués à ce que tu fasses danser, à ce que tu parles de sujets légers. Et là, ils ont été surpris, ils ne s'attendaient pas à cette facette de ta personnalité. Oui, mais parce que tout simplement, les gens jugent facilement. Ce que je peux dire de moi, c'est que je ne juge jamais personne. Et si je me surprends en train de juger, je m'arrête. Ce n'est pas une bonne attitude en fait, parce qu'on va se rendre compte devant que en fait on s'est trompé. On ne peut pas juger un livre à sa couverture. On ne juge pas quelqu'un à cause de sa façon de chanter ou à cause de sa façon de parler. C'est un peu ce que je vis aujourd'hui avec les différents sujets qu'il y a. À savoir, je ne peux pas sensibiliser la jeunesse parce que je serais artiste et que je chanterais des sujets qui ont attrait au sexe. On te donne une responsabilité qui finalement n'est pas la tienne. Qui n'est pas la mienne, non, je suis désolée. Je suis aussi un enfant, je suis une maman, c'est vrai, je suis aussi l'enfant de quelqu'un et que aujourd'hui je pense que chaque personne devrait justement prendre ses responsabilités, d'accord, face à ses enfants, face à ses petits frères, à ses petites sœurs. Ce ne sont pas les artistes qui sont censés faire l'éducation des enfants des autres, de la jeune génération en fait. C'est vrai qu'on peut chanter une chanson comme la chanson que tu dis, ça s'appelle Recommence, pour motiver et autres. Mais ça ne veut pas dire que je dois maintenant devenir un coach des vies comme la vague des coachs qui est apparue sur les réseaux sociaux là. Mais je suis désolée. Exactement. Voilà, j'ai quelque chose à dire. J'ai un sentiment à exprimer. Dans ma musique, je l'exprime. J'ai quelque chose à dire, je le dis. Je ne suis pas censée filtrer quoi que ce soit. On ne peut pas dire à un artiste peintre, par exemple, que ta ligne elle est tordue. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Ou ton point il est trop petit ou fais-le un peu plus gros. C'est pas possible. Donc on peut pas dire à un artiste chanteur quels sont les sujets qu'il doit aborder. C'est pas possible de faire ça. C'est ça l'art. L'art, c'est justement la liberté de créer selon ses ressentis. D'autant plus que toi-même, tu as tes propres blessures, tu as tes propres peurs. Mais bien sûr. Et tu ne peux pas non plus endosser celles des autres. Ces gens, c'est pas possible en fait. À la limite, ceux de mon enfant et les enfants de mon entourage, les enfants de ma famille, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, la société gabonaise n'est plus comme avant, dans le sens de s'approprier aussi les enfants des autres en fait. Avant, c'était plus récurrent, c'était plus facile de trouver ce genre de comportement. Mais maintenant, chacun pour soi et tout. Voilà. C'est vrai qu'on a été éduqué un petit peu comme ça. Oui, même le voisin pouvait venir te gronder si ou tu fais une taper ton bêtise. enfant en fait. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas possible en fait de recadrer l'enfant d'autrui et tout. On va catégoriser ça ou bien on va trouver à en redire de manière négative en fait. Ouais. Alors que c'est ça justement la société africaine. Mais comme nous sommes en train de perdre nos valeurs, notre culture, nos us et coutumes, au profit de l'Europe, de l'Occident et autres. Voilà donc on se retrouve en fait. On s'était vu à Paris et puis je crois que tu faisais la promo de VIP justement à l'époque et tu étais aussi venu faire une tournée de showcase à travers le pays, mais malheureusement à cette époque-là tu avais dû rentrer beaucoup plus tôt parce que ton père nous avait quittés à ce moment-là. Tu avais annulé tout le reste de la tournée, oui. Et à ce moment-là tu as eu envie d'arrêter. Le jour du décès,
j'étais en train de me préparer pour le show au VRP. C'est mon plus beau souvenir artistiquement parlant pour le moment. J'espère qu'il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Mais actuellement, c'est vraiment le plus grand, le plus beau que j'ai parce que je chante pour la première fois à Paris. Je suis au VRP, la boîte est pleine à craquer. Il y a énormément de personnes de toutes les nationalités. Et j'ai mon producteur qui est là, j'ai l'équipe qui me soutient. Et je me souviens, il y avait les danseuses qui étaient avec moi dans mes appartements. Et après, tout le monde a dû partir. Et moi, je suis restée genre seule. Et j'attendais que le chauffeur revienne me prendre pour aller à la boîte. Et dans mon appartement, il y avait comme des marches. Il y avait des marches d'escalier en fait. Et moi, j'étais à l'étage. Mais je me suis assise sur la dernière marche en haut. Genre à la première place. À la place la plus haute de l'escalier en fait. Et je t'avoue que j'ai ressenti comme si on me disait à toi maintenant quoi. Maintenant c'est à toi de jouer en fait, tu vois. Et j'étais partie du Gabon, j'avais laissé mon père dans un sale état. Je l'ai vu avant de partir, j'ai dit tu sais je suis en train d'aller à Paris, j'ai la promotion de ma chanson. Et il m'a dit t'inquiète pas, ça va aller, il faut que tu ailles travailler, il faut aller. Donc je l'ai laissé à l'hôpital, mais mon père il faisait beaucoup de tours à l'hôpital, hein, mais il retournait toujours à la maison. Donc j'avoue que j'étais pas inquiète du tout. Je me suis dit bon, il fait encore son truc et il va rentrer à la maison en fait, tu vois. Et là j'ai ressenti, quand j'étais assise sur ces escaliers là, j'ai vraiment ressenti comme si, je sais pas, c'était maintenant à moi, comme si on me je sais pas comment exprimer ça. C'est terrible, hein? Je sais pas. C'était comme une voix qui te disait non. À toi? C'est-à-dire, c'est plus pas une voix, mais plus un ressenti. C'est-à-dire, comme pour dire, maintenant, c'est à toi de jouer. Maintenant, je te donne la place, en fait. Vas-y, va maintenant travailler, en fait. C'était pas comme une charge sur les épaules, non? On peut dire ça, en fait. On peut dire ça, parce que je me suis sentie vraiment récupérer quelque chose en fait. C'est-à-dire comme être en train de porter ma tenue de travail, mais j'étais déjà habillée. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, genre quelque chose de plus sur moi à ce moment-là concernant le travail d'artiste. Tu vois? Comme ça me léguait, voilà. Quelque chose en plus de ce que j'avais déjà. Et je suis allée travailler. La soirée était mémorable, magnifique, fantastique. Tout le monde chantait, je reconnais quelques visages familiers qui étaient là, les visages de Libreville, mes sœurs, mes amis. J'étais heureuse comme tout. C'était mon plus grand bonheur dans mon travail. Et qui s'en est suivi de mon plus grand malheur dans ma vie, en fait. Tu vois? Donc, je suis rentrée dans mes appartements. Et on était tous contents, on buvait du champagne, et on écoutait la musique de Mac Joss. En rentrant, je dansais la musique de mon père. Et comme j'étais tellement fatiguée, je suis allée m'allonger un peu. Et qu'est-ce qui m'a réveillée? Un silence assourdissant. C'est-à-dire un gros silence. C'est quoi ce silence? On est censé être en train de faire la fête en fait. Et quand j'ouvre mes yeux, il n'y a plus personne dans la maison. C'est-à-dire les gars, ils ont vu sur les réseaux sociaux. D'accord. Ils ont vu la nouvelle. Mais tout le monde était parti. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et avant que je ne termine de poser la question, mon téléphone sonne. C'est un numéro du Gabon. C'est ma grande sœur. C'était tellement irréel, incroyable en fait. Et puis elle m'appelle, je dis, oui, allô? Du Gabon en fait, tu te rends compte? Je dis oui. Et là, elle m'annonce la nouvelle. Je n'ai même pas eu le temps de bien consommer cette soirée magnifique en fait. Et là, c'est un sentiment terrible parce que tu as d'un côté, tu as ta plus grande joie du monde et de l'autre côté, tu as un malheur, mais il n'y a pas sa description en fait. C'est indescriptible. Donc comment faire là? Là tout de suite, comment faire? J'ai envie de sauter de joie et m'enrouler comme une bonne bapounou, faire mes 2 roulades avant, jambes écart, jeter le corps. Je sais pas en fait, tu vois. Donc j'étais vraiment tétanisée, mais détendue. Mélange d'émotions. Mais calme. Et sereine en fait. Et sereine.
Et mon producteur m'appelle. Il me dit bon, faut te calmer d'abord parce que je pleurais. Il faut te calmer et on fera comme tu veux. Si tu veux continuer la tournée. Mais il m'a donné ce conseil. Il m'a dit, tu sais, le show doit continuer. C'est comme ça. Les plus grands artistes du monde, ils ont perdu leurs parents. Ils étaient sur la scène en train de prester. Donc, mais je peux comprendre parce que tu sais que tu es jeune et que là, tu as besoin d'être en famille et tout. Si tu veux annuler la tournée, on annule. Mais moi, mon conseil en tant que producteur, il faut continuer de travailler. Honnêtement, c'était trop fort pour moi. Ouais. C'était trop dur, en fait. Et il n'y avait personne de ma famille. C'était trop fort. Et là, j'imaginais mes petits frères, mes petites sœurs et tout. Je me suis dit, non, je ne peux pas. Et je suis rentrée au Gabon. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir raconté comment toi, tu l'as vécu. Oui. Parce que tout le monde s'imagine toujours les choses autrement. Cette épreuve a été très difficile. Oui. Vous l'avez passée en famille. Oui. Et c'était compliqué. C'était compliqué. Le décès, c'était compliqué comme tout. Il y a toujours des déchirures familiales à ce moment-là, on imagine bien. Oui. Et malgré tout, tu te relèves, tu avances et tu continues ta carrière. La chanson recommence justement, résonne. Ça fait partie des choses qui m'ont vraiment inspirée. Parce qu'on peut tomber très bas. Mais c'est bien parce qu'une fois qu'on a touché le fond, on ne peut plus descendre plus bas que ça et donc on est obligé de remonter. Et voilà, donc il faut toujours recommencer, il faut persévérer et un jour ça va aller en fait. C'est le message de cette chanson. Un exemple pour ton fils. Oui. Qui doit être fier de sa maman. On peut dire ça. Si il regarde ce qu'elle fait d'abord, parce que je suppose que tu lui interdis. Non. Mon fils, c'est mon premier fan. J'ai commencé à chanter en 2013, il était tout petit là. Et devant mon enfant, on vivait dans une petite pièce ensemble. Lui et moi, on a toujours vécu ensemble. Et donc, quand j'écrivais mes trucs ou bien quand je répétais mes trucs, tu sais que les enfants sont radio-cassettes en fait. Il répétait tout, il apprécie tout, il m'encourage beaucoup. Aujourd'hui, il corrige mes rimes. Wow. Mon fils joue à la guitare, il joue très bien la guitare, il joue très bien le piano. Il compose des musiques sur logiciel, il pose les voix. C'est lui qui me fait faire mes enregistrements à la maison maintenant. D'accord. Donc, c'est un artiste en fait. Il est co-auteur de sa maman. Voilà, on peut dire ça comme ça. Non, mais sérieusement. Finalement arrive la chanson H2O. Le clip est sorti 1 an après l'audio, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Tu avais chaud, tu avais besoin d'eau? Parce que H2O est quand même très hot. Alors, c'était pendant justement ma tournée en France. J'étais avec mon danseur, j'étais avec Ivy Killer, qui est un artiste gabonais aussi. On était à l'appart et on a mis des musiques comme ça. Et on a comme ça freestylé. J'ai fait un freestyle. En fait, tout part de freestyle en fait. J'ai fait un petit freestyle qui a fuité sur les réseaux. Et c'est parti de là. Les fantastiques ont dit, ma chérie, tu dois nous sortir cette chanson. On veut la chanson. Sans savoir que c'était juste un freestyle. Et donc, j'ai dû écrire et tout. Donc, disons que là, j'ai été inspirée de ce que les gens attendaient de ce contenu. Voilà. H2O aussi, là, un carton, ça marche. Le clip aussi est admirable, hein, tourné au Gabon. Oui, avec Mindsef, qui est un très bon réalisateur aussi. Pour moi, le meilleur réalisateur gabonais. Après Olivier Bomzang. Je suis obligé de dire ça parce qu'Olivier, c'est mon ami. Après H2O... Après H2O, je pense que j'ai sorti, je sais pas, le Ova. Avec oui, il y a d'abord eu Ova avec Zion Stylé. Ouais. Alors, est-ce que c'est Zion Stylé feat Créole ou c'est Créole feat Zion Stylé? C'est Créole feat Zion Stylé. Donc j'ai sorti le clip un peu parce que les fans s'ennuyaient un peu. Qu'est-ce que tu fais créole? On n'a pas de... Mais c'était l'année du Corona aussi, ce qui a surpris tout le monde. En oui, 2020, oui, je voulais vraiment juste envoyer quelque chose aux fans. Et puis la chanson était déjà sortie. Les gens ont beaucoup apprécié l'audio. Donc j'ai dit, bon, je balance la vidéo. Je n'ai pas vraiment fait de promotion. Je n'ai pas vraiment calculé cette sortie-là. J'ai juste mis le clip à disposition des fans pour
pour patienter en fait. Et il faut préciser que quand j'ai sorti le clip de H2O, et même depuis l'audio déjà, j'étais en train de partir de Direct Prod. D'accord. Je n'étais plus artiste Direct Prod à ce moment-là parce que il y a eu des petits soucis avec le contrat de production. Je me suis rendu compte que ce contrat n'était pas valable. C'était pas le contrat que je voulais en tant qu'artiste pour me permettre de travailler et d'être épanouie dans mon travail. Dans ce que tu veux faire, ouais. Donc j'ai dû mettre un terme et puis je suis partie de Direct Pro. Donc j'ai sorti H20 en tant qu'artiste producteur en indépendant. D'accord, voilà. Ok. C'est pour ça qu'il y a eu ce décalage-là d'un an. Oui, okay, d'accord. C'était vraiment le temps de discuter, de parler, d'essayer, de se faire comprendre et tout. Mais ça a vraiment pris du temps, mais pour rien. Et donc j'ai décidé de me lancer tout simplement. Moi je ne recule jamais. Donc j'ai décidé de me lancer et puis bon. Mais ces problèmes contractuels ou ces histoires de contrat, est-ce que c'est des choses que tu avais vues déjà avec ton père ou pas du tout? Avec mon père. Je veux dire, il avait peut-être aussi des contrats qu'il signait à l'époque. Je sais pas. En tout cas, je sais que la musique, c'était pas pareil à cette époque-là. Ouais. Parce qu'à l'époque de mon père, il n'y avait pas le digital. D'accord. Ouais, c'est vrai. C'était plus cassettes, disques. Des disques, des cassettes, des trucs comme ça. Mais avec l'arrivée du digital, tu sais, les choses sont devenues beaucoup plus sensibles en fait. Et on assistait, j'ai envie de dire, à la mort du CD en fait. Oui. Donc le CD maintenant, aujourd'hui, c'est juste un objet collector. Voilà, collector. C'est plus vraiment pour écouter la musique. On a des moyens beaucoup plus faciles pour écouter la musique. Le téléphone, les clés USB, Internet et tout le tralala. Donc voilà. Moi, j'ai estimé que mon contrat ne me valorisait pas parce que je suis artiste, auteur, compositeur. J'écris mes chansons, je les chante aussi. Et par rapport à ce que le contrat me proposait, je me suis dit non, ça ne marche pas. Il fallait partir, c'était le moment. Arrive la chanson donc Bougie 144. Pourquoi tu prends cette attitude? Parce que tu as signé un carton, mine de rien, avec Mamélé. Tout le monde chante ça. Hein, tout le monde chante ça. Clair. Par contre, pourquoi Bougie 144? Mais parce que deuxième j'ai dit m'a choqué la bougie. Okay. Dans la chambre 144 à OIM, c'est très simple. Ok, d'accord. Ça pour les non-avertis, choqué ça veut dire et la bougie c'est et la chambre 144, vous avez compris, c'est dans un hôtel. Ah oui, en fait. Il faut préciser qu'à OIM, il n'y a aucun hôtel qui a jusqu'à 144 chambres. C'est ce que je me dis aussi. Mais la chanson, elle marche. J'ai dû aller porter plainte parce qu'il fallait absolument rétablir... la vérité. La vérité, mais c'est pas possible en fait. C'est-à-dire les gens voulaient croire à cette histoire. C'était amusant parce que les gens voulaient croire à cette histoire. Mais pourquoi vous voulez croire à ça en fait? C'est terrible quand même. Et tu sais, ça c'est malheureusement comment dire, les affres de la célébrité. Dès que tu es un peu connu, les gens ils vont lire un truc sur internet, ils vont dire que c'est officiel, sans chercher à vérifier l'info. On est tous un peu victimes de ça. Et je ne savais pas que c'est quelque chose qui t'énervait encore aujourd'hui. Oh là là. Suivez mon regard. Mais bon, c'est pas que ça m'énervait, tu vois. Tu sais, moi je suis quelqu'un, je me fais beaucoup lyncher sur les réseaux. Mais disons que je suscite un peu ce lynchage-là. Parce que je suis une artiste à polémique et maintenant ça me colle à la peau. Ouais. Quand les gens ne disent rien, ça ne glosse pas. Ouais. J'aime faire glosser les gens, j'aime faire écrire les gens, j'aime faire commenter. Donc souvent je poste un peu des photos un peu piquantes là. Ouais. Bien je fais des... Voilà, tu fais beaucoup de directs aussi. Je fais beaucoup de directs et puis où je poste des situations qui vont susciter la réaction. Je suis comme ça. Mais là, dans ce cas de la 144 là, j'avais envie de dire arrêtez, il n'y a pas un hôtel qui a 144 chambres à OIM. C'est OIM les gars, arrêtez. Mais même là, j'avais l'impression de parler, mais on ne m'écoutait plus. Ouais. Tous les commentaires étaient du côté des Gucci Boy en fait. Ouais. Pour revenir un peu à cette histoire là, il y a eu un clash entre Jojo et 2MJ, deux artistes gabonais. Et puis il y a eu des trucs qui sont sortis un peu là, des termes. Et moi je suis venue pour prendre la défense de 2MJ en disant à Jojo que écoute, parce que Jojo disait écoute, j'ai prêté des habits à 2MJ, des nanas. Ouais, ça allait trop loin. Voilà, je dis attends, tu peux pas prêter des habits à Gucci Boy. Et lui il s'habille tout en Gucci. Il est en Gucci de la tête aux pieds et lui et les 40 personnes qui l'accompagnent. C'est pas possible. Sinon toi Jojo t'aurais vu au moins en Gucci Boy au moins une fois, tu vois.
Et là, c'est parti dans tous les sens. Le mec, au lieu de voir que moi, je suis très gentille, je viens prendre sa défense, lui, il me voit comme quelqu'un qui est venu piquer, en fait, tu vois. Et donc, il me charge en disant que oui, toi, créable, blablabla. Bref. On est allé devant le commissaire d'Akanda. Et il a dit désolé, je demande pardon, machin, j'étais juste fâchée parce que. Et puis le commissaire a demandé de faire une série de sorties sur les réseaux pour établir la vérité. Les fans étaient évidemment déçus. Je ne sais pas pourquoi. Oh ben, tu sais, on a toujours une image des gens. Hein, quand on découvre que finalement, le mauvais, c'est pas celui qu'on croit. Et voilà, donc moi, en tant qu'artiste aussi, je te dis que j'aime bien transformer les situations en musique. Je me suis dit, on ne peut pas finir ce bad buzz parce qu'on a quand même pris la toile en otage pendant près d'un mois. Hein. J'ai dit, on ne peut pas finir ce bad buzz comme ça sur une note négative, en fait. Faisons la musique, nous sommes artistes. C'est ça qu'on sait faire, donc. Faisons la musique. D'accord. J'ai contacté A2T qui nous a fait une prod magnifique. Ouais, Ikoku urbain. De la gloire, là. Ouais. On a glossé. Mais tu sais que tu balances souvent des expressions comme ça qui deviennent des expressions justement du quotidien. Oui. Genre le chapeau de la gloire. Oui, là maintenant, moi, mon mari m'appelle, il est en salle d'opération, il me dit, mais chérie, ici, voilà, on dit le bistouri de la gloire. Voilà. Et tout le tralala, c'est... C'est des expressions que toi, tu lances. Oui, c'est comme ça que je parle au quotidien. Ouais, comme ça glosse. Voilà, ça glosse, ce sont mes expressions et qui sont repris maintenant partout, même par les journalistes de Gabon Télévision, par les radios. Bah alors, je vais te raconter une anecdote. Je suis allé, durant mon séjour ici à Libreville, au commissariat central, donc en plein centre-ville, pour une histoire de papier de voiture. Bon, c'est un détail. Et en arrivant, il y avait le commissaire qui devait donc me remettre les papiers en question. Et il était en train de parler de la bougie 144. Il dit, mon frère, je suis fatigué, j'ai trop tchouqué la bougie la nuit. L'expression est devenue normale. Et je me suis dit, on en parle même jusqu'au commissariat, c'est très fort, quoi. Tu te rends compte de ça, justement, que tu touches autant les Gabonais? C'est quand même un peu surréaliste, en fait. Parce que du jour au lendemain, tu vois tout un pays qui reprend tes expressions. Je sais pas, en même temps, ça fait chaud au cœur, en même temps, c'est un peu... je sais pas, c'est un peu bizarre en fait. Les gars, bon après, ils emploient ça dans le... Ça dit, ils savent employer ça. Ils emploient ça quand c'est nécessaire, donc du coup ça glosse en fait. Ouais. Ton histoire nous touche beaucoup. Aujourd'hui, donc en tant qu'artiste, ton activité préférée, tu vas certainement me dire, c'est être maman. Mais qu'est-ce que tu as envie de laisser comme héritage à ton fils et à toute cette génération qui te suit? Alors justement, c'est la culture gabonaise. Et disons que je n'ai pas encore reçu moi-même ma part pour pouvoir la laisser en héritage à la génération d'après. J'ai soif de ma culture et j'ai peur de ma culture. C'est quoi qui me fait peur dans ma culture en fait? J'aimerais savoir. Parce que quand on parle de culture gabonaise, c'est le diable. Quand on parle de ma tradition, c'est Satan. Et les choses qui ne sont pas Satan, ben, c'est ce que tu vois, les églises qui glossent là, en fait. Donc, comment en est-on arrivé là? C'est-à-dire l'héritage de nos pères, de nos grands-pères, l'héritage de nos ancêtres, bafoués, rejetés, noircis. Et l'héritage de la Palestine a pris la première place. J'entends mon fils prier et ça me fait mal en fait. Parce qu'il prie les descendants, les ascendants de la Palestine. Donc Jésus. Mais oui. Et nous sommes en Afrique, au Gabon. On a des ancêtres, on a des grands-parents, on a la famille grâce à qui nous sommes en vie aujourd'hui. On ne les prie pas. Encore que moi, actuellement, je me bats parce que au moins une fois par mois, je fais la table des ancêtres. Tu sais, c'est ce rituel-là qui... Je dresse une table sur un drap blanc sur une table et puis je mets des biscuits, les bonbons et puis spirituellement, je fais appel à mes ancêtres. Je dis, ceci, c'est pour vous. C'est votre part de tout ce que j'ai pu gagner ce mois. C'est des traditions qu'on faisait... Avant, aujourd'hui on fait ça maintenant que pour la fête de la Toussaint. C'est-à-dire à la fête des morts maintenant,
On vient maintenant mettre un petit drap blanc sur le dernier mort qui vient de mourir là. Mais on oublie les autres. Les ancêtres. On oublie ceux qui sont morts bien longtemps avant, tu vois. Et je pense que c'est de là où vient le mal de l'Afrique, en fait. Cette façon d'avoir tourné le dos à la culture. Mais je pense que ce n'est pas de la faute de cette génération, ni de la génération d'avant, en fait. Mais je pense qu'il y a un processus qui a été mis depuis très longtemps, justement, pour éloigner l'Afrique de sa culture. Et nous, notre génération, en paye juste le prix. Voilà. Alors, je ne m'érige pas en défenseur de quelque religion que ce soit. Il y a des rites initiatiques au Gabon, dans différentes ethnies. Par exemple, chez les Mienais. J'ai grandi à Port-Gentil, donc je le sais un petit peu. Il y a ce qu'on appelle une djembé. Il y a des prêtresses qu'on appelle Ngwevilo, qui sont en fait le lien, on va dire, entre les traditions ancestrales, le truc ésotérique et le monde moderne. Par exemple, on dit ici, on va laver le corps lorsque ça ne va pas. Et on va souvent le faire en forêt ou ce genre de trucs. Et c'est le genre de choses qu'on diabolise aujourd'hui. On va dire que ça, c'est mal de le faire. Et plutôt aller à l'église, faire vos offrandes là-bas, etc. Donc c'est un petit peu ça qui te dérange aujourd'hui. Non, tu sais, le mal est profond, DJ Facemaker. Le mal est profond. Parce que dans les églises aujourd'hui, on a un message qui diabolise un peu le fait de prier avec des reliques, d'avoir des masques, parce que chez nous en Afrique c'est les masques, c'est le crâne de l'arrière-grand-père, je sais pas, c'est des statues, c'est des trucs comme ça. Mais dans les églises, c'est la même chose en fait. On retrouve des chapelets qui sont en forme des reliques. On les églises catholiques en tout cas. Des statues, on retrouve des images et tout le tralala. Et c'est-à-dire, dans nos traditions, ça existait déjà bien avant, mais ça a juste été diabolisé. Et dans les nouvelles traditions, j'appelle ça les traditions importées, c'est normal. Tu vois, c'est ce qui me révolte un peu. Et je me dis qu'il y a une très très bonne raison si on veut nous cacher ces choses-là ou nous éloigner de ces choses-là. Je me dis qu'il y a une très très bonne raison. En tout cas, ceux qui se disaient que Créole n'a rien dans le ciboulot, ils vont être surpris et ils vont certainement se dire mais de quoi elle nous parle? Parce qu'ils ne s'attendaient surtout pas à ce que tu nous parles de ça. Tu sais, il me suffit de discuter un peu 2 minutes avec quelqu'un pour qu'il se rende compte que je ne suis pas la créole des réseaux sociaux. Mais ça, c'est clair. Les réseaux, on montre ce qu'on a envie de montrer. On ne montre pas tout sur les réseaux sociaux. On ne poste pas tout sur les réseaux sociaux. On poste ce qu'on a envie de poster, ce qu'on aimerait que les gens voient de nous. Donc, moi, je poste ce que j'aimerais que les gens voient de moi. C'est tout. Et si ce sont des aspects qui ne plaisent pas à tout le monde, de toutes les façons, personne ne peut plaire à tout le monde. Donc, en tout cas, merci Créole d'avoir joué le jeu de Simple Thérapie. Ah, merci. C'était vraiment une thérapie en fait. Ouais. Et en plus, ici, on est bad. Je ne savais même pas que tu avais fait ton premier clip dans cette piscine. Dans cette piscine-là, je te promets. Mais elle est fermée maintenant, interdite de plonger, en tout cas, à cause du corona. À cause du corona, mais bon, on espère qu'on va sortir de là. Très vite, parce que ça commence à être long. En tout cas, j'ai hâte de te retrouver sur scène. Quand ce sera possible. C'est quoi la suite après Bougie 144? Il y a un EP, un album, quelque chose? Oui, je prépare mon album parce que je suis aujourd'hui la fantastique créole, le général créole de Nazareth. Mais pouvoir manifester là. Mais je n'ai toujours pas d'album à mon actif en fait. Donc j'ai vraiment envie je me suis donné ce défi pour 2021 de sortir mon album. Et voilà, d'être un peu nominé avec mon album quelque part, c'est pas mauvais. Oui. Bon, voilà. Ok. C'est tout le mal qu'on te souhaite. En tout cas, je peux encore te souhaiter une bonne année. Merci beaucoup, pareillement. Et j'espère qu'on se recroisera très vite. En tout cas, je reviendrai à Libreville. Et si ton projet il est prêt à ce moment-là, on va faire un show, comme on dit. La promo de la gloire. La promo de la gloire, voilà. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci vraiment. C'était vraiment un plaisir de faire cette thérapie. Ouais, c'était donc Simple Thérapie de la gloire. La Simple Thérapie de la gloire, Céleste. Merci beaucoup.